Alors, cette transition énergétique, elle est plutôt intéressante, parce que, en fait, on la voit de manière plutôt optimiste à l'heure actuelle, alors qu'il faut absolument garder en tête que cette transition énergétique sera forcément longue. Et vous allez voir, ça va avoir un impact très important sur la question des matériaux de la transition énergétique. Pourquoi sera-t-elle extrêmement longue? Tout simplement parce que nous sommes dans un système complexe qui est le système énergétique. Et ce système énergétique, c'est un système qui est rempli d'inertie. Alors, pour travailler dans le domaine économique, je vais vous donner juste un exemple. Si vous construisez un pipeline, par exemple, si vous construisez un gazoduc, une centrale électrique, vous n'investissez pas pour 3 ans. Donc, vous allez investir pour 50, 60 ans. Donc, à l'heure actuelle, si j'investis encore dans une centrale à charbon ou dans une centrale à gaz, ou si j'ai comme projet, par exemple, de relier un champ d'hydrocarbures russes à un pays comme l'Allemagne, ben, je le fais pour 50 ans. Deuxième point, elle sera lente. Pourquoi? Parce que nous ne faisons absolument pas les efforts nécessaires pour aller vers cette transition énergétique. Je vous donne 2 chiffres. L'année dernière, 332 milliards de dollars ont été investis dans les énergies renouvelables. Pour vous donner un ordre d'idée, on a un PIB de 75 000 milliards de dollars au niveau mondial. On a 17 000 milliards d'investissements au niveau mondial. Et les investissements donc, dans les énergies renouvelables, c'est 332 milliards de dollars. Pour vous donner un élément de comparaison, à l'heure actuelle, on dépense 550 milliards de dollars de subventions aux énergies fossiles dans le monde. Donc, l'atteinte d'un scénario 2 degrés, voire même un scénario 1,5 degré, ça nécessite de multiplier par 3 ce chiffre tous les ans jusqu'en 2060. Vous voyez, on a beaucoup de volonté, mais on a très peu de réalisation en termes d'efforts financiers. Et donc pour récupérer ces énergies renouvelables, que ce soit le soleil ou le vent, et transformer cette énergie en électricité, par exemple, eh bien, il faut des grosses infrastructures. Les dernières éoliennes qu'on produit, des éoliennes qui sont offshore, marines, d'une puissance, on va dire, de 6 MW, donc c'est quand même des éoliennes qui sont très puissantes, mesurent 170 mètres de haut. Donc ça vous donne une idée quand même de l'infrastructure dont on a besoin. Et pour produire cette infrastructure, bien sûr, il faut des matériaux. Il faut non seulement du ciment, mais il faut du fer, de l'acier, du cuivre et plein d'autres choses que je ne décrirai pas ici. Donc si on fait quelques petites projections en fonction de scénarios de transition énergétique qui sont proposés, et il y en a toute une foultitude qui ont été proposées jusqu'à présent. Donc on va faire une estimation moyenne et uniquement pour le cuivre, vous avez les chiffres ici pour la production d'électricité. Pour construire cette infrastructure de production d'électricité, il nous faudra environ 70 millions de tonnes de cuivre. Actuellement, une année de production mondiale pour toutes les applications, c'est 20 millions de tonnes. D'accord ? Il nous faut, on va dire, à peu près 3 millions de tonnes de cuivre pour le stockage, pareil pour le transport et la distribution d'électricité. Et puis après, une fois qu'on a produit cette électricité, bien sûr, il faut l'utiliser. Donc si on ne se concentre que sur les véhicules hybrides et électriques, pareil, pour changer la flotte actuellement qui existe, on a un peu plus d'1 milliard de véhicules actuellement dans le monde. Cette proportion va augmenter. On peut envisager 2 milliards d'ici 2050. Et si on veut transformer la flotte existante en des véhicules électriques, il faut plus de 50 millions de tonnes de cuivre. Donc si on additionne tout ça, ça nous fait des quantités de cuivre entre 100 et 300 millions de tonnes. Alors ça vous dit peut-être rien, mais je vais illustrer sur la diapositive suivante ce que ça veut dire. Donc c'est des besoins qui viennent en addition des besoins dont on a parlé précédemment pour des technologies constantes et qui dérivaient uniquement de l'augmentation de la population et de la richesse. C'est des besoins additionnels. Alors vous voyez sur la photo que vous avez là, c'est la photo d'une mine de cuivre historique qui est en Utah, aux États-Unis. Ce trou fait 3 km de long, 1 km de large, 1 km de profondeur. Donc c'est pas un petit trou. De ce trou ont été extraites 18 millions de tonnes de cuivre sur 100 ans. Donc l'équivalent d'une année de production actuelle. D'accord ?
Et il faut entre 5 et 15 fois l'équivalent de cette mine à extraire dans les 30 prochaines années, juste pour la transition énergétique, donc juste pour produire les 100 à 300 millions de tonnes dont je parlais précédemment. Voilà, c'est ça la réalité, pas seulement de la transition énergétique, mais également d'une augmentation de la consommation de métaux. Mais c'est vrai évidemment pour toutes les autres ressources. La transition énergétique, elle sera lente également parce qu'elle est très très mal définie au final. Vous avez présenté ce graphe, vous voyez, je le représente également. Effectivement, si vous regardez, depuis les années 1970, en 1970, le pétrole, c'était 70% du mix énergétique mondial. Aujourd'hui, le pétrole, c'est 34,2% du mix énergétique mondial. Donc, en part relative, le pétrole a baissé. En part absolue, le volume de pétrole consommé depuis 1970 a été multiplié par 2. C'est-à-dire que nous ne sommes absolument pas en transition énergétique. Nous sommes dans un schéma d'empilement énergétique. Et ce n'est pas seulement de faire augmenter les énergies renouvelables, c'est de faire baisser en valeur absolue les énergies fossiles. Donc, tant que nous n'aurons pas compris que nous empilons progressivement de l'énergie, sous toutes ses formes, nous n'y arriverons pas. Parce que tout simplement, nous avons mal défini ce sujet, qui est un sujet beaucoup plus complexe que de se dire « je remplace un peu de pétrole par des énergies renouvelables ». Parce que vous allez voir justement, et c'est notre sujet, si vous remplacez votre pétrole par des énergies renouvelables, vous allez dépenser d'autres ressources pour lesquelles il va falloir de l'énergie pour aller les chercher. Donc, il va falloir repenser un tout petit peu différemment à la fois ce concept de transition énergétique, mais surtout mieux le définir. Et évidemment, si on augmente la population et on augmente la richesse, on s'attend à avoir non seulement une augmentation de l'énergie consommée, mais également une augmentation de la quantité de matières premières utilisées, puisque tout ce qui nous entoure, les bâtiments, les chaises sur lesquelles vous êtes assises, nécessitent d'utiliser des matières premières, et notamment des ressources minérales. Donc vous voyez quelques exemples. Donc la diapositive au milieu en haut montre l'évolution de la consommation d'acier et de ciment entre 3 et 6% par an. Alors, je vais beaucoup parler de taux de croissance, qui sont des pourcentages par an, et je vais tout de suite vous donner quelques indications. Une augmentation de 5% par an, ça veut dire que vous doublez tous les 12 ans. Donc, si on parle d'une consommation qui augmente à 5% par an, à taux constant, ça veut dire qu'on double la consommation utilisée tous les 12 ans. Alors, si on arrive à passer de 1 à 2 en 12 ans relativement facilement, ça va être plus difficile de passer de 2 à 4 et encore plus difficile de passer de 4 à 8, bien sûr. C'est la réalité du taux constant, c'est ces courbes qui montent vers le ciel et qui montent des croissances exponentielles. On oublie un effet très très peu étudié malheureusement, je ne sais pas si on l'étudie à l'école des mines, ça s'appelle l'effet rebond. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une technologie qui est absolument efficace, dont on observe une baisse des coûts. Malheureusement, quand vous la généralisez, vous allez avoir une augmentation de la ressource associée à cette technologie. Le premier qui a mis ça en évidence, il s'appelle Jevons, c'est un marginaliste. Il a écrit un livre qui est disponible d'ailleurs sur Internet, qui s'appelle The Coal Question. Et il s'est posé la question en fait, des machines à vapeur. Le gouvernement britannique est venu le voir au milieu des années 50 et lui a posé la question suivante. Aura-t-on assez de charbon pour alimenter la croissance britannique avec notamment le développement des machines à vapeur? Et donc Jevons, il a pris la question comme tout bon économiste du 19e siècle. Il a regardé un tout petit peu les technologies qui étaient présentes, c'est-à-dire la machine à vapeur, quelle baisse de coût observée. Il a regardé en fait la consommation de charbon associée à la machine à vapeur. Et il s'est aperçu, dans le temps, au fil du temps, le progrès technique a fait qu'on consommait de moins en moins de charbon par machine à vapeur. Lorsqu'il regardait les chiffres d'un point de vue macroéconomique, il s'apercevait de quoi? La consommation de charbon de l'ensemble des machines à vapeur avait plus qu'augmenté, triplé, voire quadruplé. Pourquoi? Parce que tout simplement, la baisse des coûts avait fait une généralisation de la technologie. Et au final, on avait identifié ce premier effet rebond, c'est-à-dire que, oui, vous en tant qu'ingénieur, vous êtes là pour produire de la technologie, mais n'oubliez jamais que les effets rebonds sont redoutables. Et les effets rebonds, ils sont redoutables notamment pour qui?
pour nous qui travaillons sur le sujet des ressources, parce que chaque technologie, certes plus efficace, si elle est généralisée, contribue à une augmentation très marquée des ressources. La généralisation des énergies renouvelables va impacter notre dépendance à certains matériaux. Et est-ce qu'au final, on ne remplace pas une dépendance fossile par une dépendance matérielle, notamment des matériaux dits verts ou des matériaux de la transition énergétique? Alors la question des matériaux, elle est très importante. Parce que déjà de prime abord, lorsque vous regardez, vous voyez, je vous ai mis un... Alors vous ne le voyez peut-être pas, aujourd'hui, on consomme environ 33 kg par tête et par jour de matériaux, tout compris, c'est-à-dire du ciment, du sable, du bois. C'est-à-dire que si on agrège l'ensemble des matériaux qui sont produits et utilisés pour réaliser des infrastructures, on en est à 33 kg par jour et par personne. Vous voyez. Et lorsque vous projetez ce chiffre à l'horizon 2060, on devrait passer à environ 45 kg. C'est-à-dire que là, on n'est absolument pas dans un processus de sobriété, c'est-à-dire que plus on avance dans le temps, plus on consomme des matériaux. Alors toute cette augmentation, hein, ce monde exponentiel qui monte toujours ces croissances avec une accélération importante, d'utilisation, je répète, d'énergie, de matières premières, ont des conséquences évidemment. L'augmentation notamment de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, donc complètement à gauche en haut pour le dioxyde de carbone, mais il y a d'autres gaz à effet de serre comme le méthane par exemple. Et puis d'autres indicateurs, je ne vais pas tous les détailler, qui montrent également une dégradation ou en tous les cas un impact croissant de nos activités sur le milieu naturel. Que ce soit des matériaux pour l'habitat ou pour toute autre construction. Et lorsque vous projetez en fait les estimations probables futures de consommation de matériaux dans le monde, vous apercevez qu'en 2050, hein, ce sont les chiffres de l'OCDE, avec une population qui augmente de près de 28%, on va par exemple consommer 2 fois plus de métaux au niveau mondial. Donc on a une vraie problématique liée au métal et liée aux matériaux. Donc si on est dans un scénario moins de 2 degrés par rapport à un scénario classique, par exemple, on va devoir consommer 2 fois plus de palladium, de molybdène, de manganèse, etc., etc. Donc ça a été notre travail préliminaire. Vous voyez, on s'était juste concentré sur le système électrique mondial. Vous voyez la petite ligne rouge ? En fait, ce ne sont pas les ressources, ce sont les réserves. Donc c'est ce qui est développé économiquement à l'heure actuelle. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à l'horizon 2060, il va falloir au moins déplacer ces réserves au niveau de la demande mondiale. Est-ce que c'est possible? Et là, ce qui est intéressant, c'est de sortir un peu de ces aspects de modélisation et c'est d'aller vers des champs un tout petit peu plus, plus sociaux, c'est-à-dire la géopolitique. Est-ce que géopolitiquement ou économiquement, qu'est-ce que ça nous impose en fait, d'avoir un monde où on consomme cette demande de lithium? Et là, vous allez rentrer en fait dans toute la géopolitique du lithium, c'est-à-dire finalement des ressources, vous voyez, on en a. Mais qui les détient? Qui produit à l'heure actuelle le lithium? À l'heure actuelle, le premier producteur mondial, c'est l'Australie. Après, vous avez tout le triangle andin. Mais lorsque vous regardez un tout petit peu, au niveau des pays, vous pourriez vous dire la géopolitique du triangle andin, excepté la Bolivie, elle n'est pas problématique à l'heure actuelle. Quid de cette géopolitique en 2060? Puis après, lorsque vous passez en fait sur un aspect plus économique, vous apercevez que vous avez 5 entreprises qui produisent du lithium à l'heure actuelle et qui représentent 90% du lithium mondial. Est-ce que le problème, il est vraiment géologique ou en termes de ressources, ou est-ce qu'il n'est pas économique? Qui peut cartéliser un marché aussi facilement que le lithium? Vous vous rendez compte? 5 entreprises. On dit généralement que le marché pétrolier, c'est un marché très cartélisé, mais le marché pétrolier, vous avez des milliers d'entreprises. Certes, vous avez des grosses multinationales, mais il est beaucoup moins cartélisé en fait, que ce marché du lithium, où vous avez 5 entreprises, dont 2 chinoises, qui contrôlent 90% du marché. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'on vous parle toujours de lithium ou de cobalt. Non. Un problème majeur dans la transition énergétique, ça sera peut-être le cuivre, c'est-à-dire un métal que l'on connaît depuis plusieurs siècles. Ce qui se recycle le mieux dans le cuivre, c'est malheureusement ce qui est en place.
et ce qui était en place pour très longtemps. Et là, en fait, on revient à ma problématique d'inertie des systèmes. C'est-à-dire que, en gros, les bâtiments, ça se recycle très bien. Le problème, c'est que les bâtiments, ils sont construits pour 50, 60, voire 100 ans. Vous voyez, ce qui se recycle très mal, c'est ce qui, pour le coup, c'est les objets de consommation courante. C'est vos téléphones portables. Vous avez déjà recyclé un téléphone portable ? Les gisements naturels de ces roches, où on peut extraire des métaux de manière assez facile, ont été épuisés. C'est-à-dire qu'on est capable d'extraire des métaux à partir de roches très concentrées, facilement accessibles. Ça, c'est relativement aisé. Et puis, quand il n'y en a plus, on va être obligé de se tourner vers des gisements qui sont plus pauvres, donc où la concentration va être moins importante. Il y a quelques décennies, on pouvait extraire de l'or, c'est l'exemple de l'or ici, hein, à partir de roches qui est très concentrées et qui sont situées dans la partie gauche du diagramme. On avait des émissions de CO2 lors de la récupération de cet or qui était très faible. Et puis, au fur et à mesure où les gisements facilement accessibles sont épuisés, on se dirige vers des gisements de plus en plus concentrés. Et là, les quantités d'énergie utilisées, les quantités de CO2, vous voyez, augmentent très rapidement avec le temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas de pénurie parce que les gisements très concentrés sont exploités, simplement parce qu'on est capable d'extraire les métaux à partir de gisements qui sont moins concentrés. Mais les impacts sont de plus en plus importants. Il fallait, dans le cas du cuivre, par exemple, si on va vers des gisements moins concentrés, mobiliser de plus en plus de roches. Donc ça va demander de plus en plus d'énergie. Or, l'énergie a un coût. Donc comment est-ce qu'on arrive à garder des coûts des matières premières relativement stables? Et c'est le cas pour tous les métaux. Si vous regardez l'évolution du prix des métaux en monnaie constante depuis 1900 jusqu'à présent, on a même plutôt eu une diminution au cours du temps qu'une augmentation. Donc là, il va falloir réfléchir sur la raison, comment est-ce possible? Comment est-ce qu'on peut aller vers des ressources de mauvaise qualité en maintenant des coûts de production et un prix stable? On a dans un premier temps une diminution du prix. C'est parce qu'on devient de plus en plus efficace alors que l'effet de la baisse de concentration des gisements n'est pas très important. Et puis, il y a un moment donné où on n'arrive plus à compenser la dégradation de la qualité de la ressource par l'amélioration technologique. Et là, on a un point rouge qui est marqué sur cette figure, qui est maintenant, en 2015, où on a un rebroussement et le prix augmente inexorablement parce que l'amélioration technologique ne peut plus compenser la baisse de qualité des ressources. Cette amélioration technologique dont je vous parle, à peu près de 1% par an, qu'on a vu entre les années 1900 et 2015, on l'observe quasiment pour tous les métaux. Quelques exemples ici. La quantité d'énergie pour produire du fer à gauche. Vous voyez qu'on était à peu près à, on va dire, 60 mégajoules par kilo dans les années 50. Actuellement, on est à 20 mégajoules par kilo. Donc, on a largement amélioré l'efficacité énergétique. Pareil pour l'aluminium. Je pourrais vous donner plein d'autres exemples. Mais il y a une limite à cette amélioration qui est marquée par la ligne verte que l'on voit sur cette figure. La ligne verte, c'est la quantité minimum d'énergie qu'il faut pour transformer un oxyde de fer, qu'on trouve dans les minerais, en du fer métal. On ne peut pas diminuer, on ne peut pas passer en dessous de cette limite thermodynamique. C'est impossible. La physique nous dit que c'est impossible. Donc clairement, on voit que plus on se rapproche de cette limite, plus ça va être dur de faire des progrès. En gros, c'est ça l'idée.